la dernière au suffrage universel avant 2012. Résultats, analyse et commentaires à chaud avec nos invités, le tout en compagnie de Mickaël Zamès. Bonsoir. Bonsoir Myriam, et avec nous sur ce plateau, les deux présidents des chaînes parlementaires. Gérard Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes pour la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Gilles Leclerc de la chaîne publique Sénat. Avec nous Denis Jambard, éditorialiste pour la chaîne parlementaire. Et Elisabeth Chavelet, bonsoir. Vous êtes chef du service politique de Paris Match. Et nous serons également sur le terrain, dans les départements test de ces cantonales, en duplex à Dijon, à Poitiers, au siège de l'UMP à Paris, ainsi qu'au ministère de l'Intérieur. Et puis pour tous les résultats, c'est Hélène Mangiardi qui va officier toute la soirée. Bonsoir Hélène. La carte électorale n'a plus de secret pour vous. Et d'abord, le rapport de force droite-gauche aux dernières cantonales de 2008. Regardez cette carte de France, c'est la couleur rose qui domine. La gauche détient à ce jour 58 départements sur 100 contre 42 pour la droite. Et aujourd'hui, il s'agissait de renouveler la moitié des cantons de France, soit 2026. Mais tout de suite, Mickaël, les premiers chiffres de la soirée, ce sont bien sûr ceux de l'abstention. D'abord, à 17h, chiffre officiel du ministère de l'Intérieur, 63,6% des électeurs ne s'étaient pas déplacés ce dimanche. Autre chiffre, et cette fois c'est une estimation de l'Institut Ipsos, 56%, ce serait le taux de l'abstention. Si ces chiffres s'avéraient exacts tout au long de la soirée, eh bien le record serait battu par rapport aux précédentes élections cantonales. On va tout de suite vérifier cela avec Fernand Tavares qui nous attend en duplex du ministère de l'Intérieur. Bonsoir Fernand. Bonsoir Myriam. Alors, dites-nous un petit peu ce que vous avez comme information concernant ce taux d'abstention ce soir. Fernand ne nous entend pas, on va commenter tout de suite ces chiffres de l'abstention. Gérard Leclerc, un premier mot. Peut-être pourquoi les Français ne se sont pas déplacés? Ça, on va le voir notamment, j'imagine, avec les enquêtes qui ont été faites ou qui vont être faites. Enfin, en gros, bon, déjà, les cantonales, c'est des élections qui mobilisent moins que d'autres élections. La dernière fois, il y avait eu 64 environ % de votants, donc c'est moins qu'une élection législative ou présidentielle. Cette année, en plus, il y avait pas souvent, il y a d'autres élections en même temps, c'est-à-dire qu'on va voter à la fois pour les cantonales, mais il y a aussi en même temps une élection municipale ou une élection régionale. Là, c'est pas le cas. Et puis, troisièmement, chacun le sait, l'actualité ces derniers temps, ça n'a pas été porté sur les cantonales, mais c'est bien évidemment la crise libyenne et les affaires japonaises nucléaires. Ça, c'est pour le constat. Gilles Leclerc, est-ce qu'on peut partir sur les enjeux? Quels sont les enjeux de cette élection? Les enjeux, il y avait d'abord, en effet, ce taux d'abstention. Il est très fort, donc ça signifie d'abord que visiblement, et on l'avait remarqué dans les dernières élections locales, les Français ne s'intéressent, ou en tout cas s'intéressent de moins en moins aux élections dites locales. On l'avait vu notamment pour les précédents scrutins. Ce qui aussi caractérise ce scrutin, c'est que visiblement l'élection reine, c'est-à-dire l'élection présidentielle couplée avec les élections législatives, ce sont ces élections-là qui motivent d'abord les Français. Alors après, sur les autres enjeux, mis à part l'abstention, la première question qu'on va se poser ce soir tout au long de la soirée, c'est d'abord, est-ce que la gauche et le Parti socialiste en particulier, est-ce qu'ils vont encore progresser par rapport aux derniers scrutins régionaux, notamment municipaux? Quel recul éventuel pour l'UMP? L'UMP s'attend ce soir probablement encore un léger recul. Après, il faut le rappeler, la déroute des régionales l'année dernière. Le score, il faudra bien regarder les écologistes. Est-ce qu'il y aura un effet Japon? Est-ce qu'il y aura un effet nucléaire pour les écologistes? On le verra ce soir. Et puis, évidemment, dernière interrogation, le poids du Front National, dont tous les sondages nous ont montré ces derniers jours, ces dernières semaines, que Marine Le Pen occupait le devant de la scène. Encore une fois, point d'interrogation, attendons 20h. Longuement sur ces différents enjeux. Mais d'abord, on va retourner au ministère de l'Intérieur. Fernand Tavares, est-ce que vous nous entendez? Avez-vous des informations supplémentaires concernant l'abstention? Toujours pas. On va revenir vers vous dès qu'on arrive à vous joindre. Elisabeth Chavelet. Sur l'abstention. Moi, j'ajouterais quand même que l'abstention interpelle à la fois la droite et la gauche, parce qu'elle traduit quand même un grand sentiment d'exaspération. À droite, tout le monde le dit sur le terrain vis-à-vis des promesses non tenues.
le pouvoir d'achat, le chômage, le déclassement des classes moyennes, et à gauche sur le fait que les gens voient aujourd'hui, l'opinion voit les candidats de gauche se disputer, se chamailler, et que c'est pas le véritable enjeu. Donc je crois que ça conduit à un grand sentiment d'exaspération. Alors, Denis Jeanbart, forte abstention, défiance vis-à-vis du personnel politique. À qui ça peut profiter ce soir? Je crains que ça exprime une crise de confiance dans la politique, parce que rappelez-vous, il y a un an, les élections régionales, on avait aussi battu un record d'abstention, puisqu'on était autour de 54%. Là, on pourrait atteindre 56%. Et surtout, à l'exception de l'élection présidentielle de 2007, qui a marqué une espèce de sursaut, et du deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002, mais qui était très particulière en raison de la présence de Jean-Marie Le Pen, on a quand même, depuis maintenant 20 ans, une baisse régulière de la participation dans les élections. Alors, à qui ça peut profiter? Grande question. L'UMP, vous savez, avait fait un pari sur l'abstention en disant quand il y a peu de participation, ce sont plutôt les personnes âgées qui votent, et donc les personnes âgées votent plutôt pour nous. Mais bon, c'est un pari risqué, on va voir. Et traditionnellement, quand il y a peu d'abstention, ce sont les partis extrêmes, et notamment l'extrême droite, qui mobilisent le mieux leur électorat. Donc, c'est un test intéressant pour l'extrême droite. Alors on va revenir, on va essayer de s'intéresser à ce qui pourrait être pénalisé aussi par cette forte abstention. Mais ultime tentative, et cette fois-ci, nous l'espérons, c'est la bonne. Fernand Tavares, bonsoir, la parole est à vous. Ça marche. Dites-nous davantage sur ce taux d'abstention ce soir. Bonsoir Myriam, effectivement, là je vous entends parfaitement. Alors le taux de participation ce soir pourrait se situer aux alentours de 46%. Ça représente par rapport aux deux dernières échéances, c'est-à-dire 2008 et 2004, 17% de moins de participation aujourd'hui à l'issue de ce premier tour. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est pareil dans tous les départements? Globalement, on constate 10 points de participation de moins dans un certain nombre de départements, comme par exemple la Corrèze, le Nord, les Pyrénées-Orientales, la Gironde, la Côte d'Or, les Alpes-Maritimes, certains départements de la région parisienne comme le Val-de-Marne, le Val-d'Oise, la Seine-Saint-Denis. Et la surprise dans la région parisienne, la mauvaise surprise, vient du département des Hauts-de-Seine. Là, la participation aujourd'hui est inférieure de plus de 17% par rapport aux deux dernières échéances dont je vous ai parlé. Ce que je voudrais vous indiquer encore, c'est qu'au ministère de l'Intérieur, tout à l'heure, le ministre Claude Guéant est passé nous saluer et visiblement, il n'avait pas la tête du tout dans les cantonales. Il était préoccupé par la situation en Libye. Et ce qu'on a compris ce soir, c'est qu'en France, sur tout le territoire français, eh bien, le taux de surveillance est très élevé parce qu'il peut y avoir des relations de cause à effet entre les deux événements. Merci beaucoup Fernand pour ces éléments. Peut-être une réaction de Denis Jeanbart. On se rend bien compte, l'actualité internationale écrase un peu ces élections cantonales. Sans doute, mais je crois qu'il ne faut pas résumer la baisse de la participation simplement aux événements internationaux, ce qui se passe en Libye et ce qui s'est passé au Japon. Je crois sincèrement que ça serait se voiler la face et refuser de voir la question de la relation des Français à la politique aujourd'hui, de la crédibilité. Parce que ça confirme aussi les sondages qui montrent que récemment, sur la crédibilité de la droite et de la gauche, il y a 60% des Français qui ne croient pas aux solutions qui leur sont proposées. Et ça repose de toute façon aussi de la question du Front National. Un mot très court peut-être des deux présidents avant d'aller à Dijon. Sur les départements urbains où on a le moins voté, il faut quand même rappeler que ce que plus personne ne parle, à quoi servent les conseils généraux, c'est quand même eux qui distribuent toutes les aides sociales, qui s'occupent des transports en car, transports scolaires, les routes et les collèges bien évidemment. Donc c'est un rôle très important, c'est assez décevant de ce point de vue-là. D'un mot, parce qu'on voudrait partir en duplex à Dijon. Un mot, mais en même temps, je fais la transition avec ce que dit Gérard, c'est que, et c'est intéressant quand on voit cette différence entre milieu urbain et milieu rural. Probablement que dans les départements plus ruraux, on connaît son conseiller général. Dans les départements plus urbains, c'est difficile. Et honnêtement, on le sait bien sur les chaînes parlementaires, parce que nous avons expliqué à quoi sert le département, qu'est-ce que c'est que la réforme des collectivités locales, par exemple. Mais qui sait quels sont les citoyens qui savent vraiment quels sont les pouvoirs du conseiller général. Allez, à presque 19h59, direction donc Dijon. On nous attend Thomas Soulier. Bonsoir Thomas, vous êtes au siège du Bien Public, notre partenaire de la presse régionale, pour nous parler de la Côte d'Or, où le président du département, le nouveau centre François Sauvadet, joue gros ce soir.
Oui, c'est bien là l'enjeu, parce qu'il y a un enjeu local, certes, car ici le Conseil général de la Côte d'Or est dirigé par François Sauvadet, vous l'avez dit, Myriam, par la droite, mais avec seulement un siège d'avance sur la gauche départementale, la gauche qui pourrait donc reprendre le département à l'occasion de cette soirée électorale. Et c'est bien là le deuxième enjeu qui est national. Martine Aubry a fait de ces départements un département clé en vue de la reconquête de 2012, surtout qu'ici, les régions comme la ville de Dijon sont à gauche. Alors le Parti socialiste espère réaliser le grand chelem. De retour sur notre plateau, il est 20h. Nous sommes en direct, vous voyez, nos invités s'installent actuellement. Jean-Daniel Lévy de l'Institut Harris Interactive est avec nous. Il va commenter dans quelques secondes le sondage sortie des urnes à 20h. Marianne Monchamp, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire d'État à la solidarité et à la cohésion sociale. Bruno Leroux, député socialiste de Seine-Saint-Denis. Et Jean-Marie Cavada. Bonsoir, vous êtes le porte-parole du Nouveau Centre. Et donc il est 20h et nous sommes en mesure de vous présenter un sondage de l'Institut Harris Interactive, sondage qualitatif. On va s'intéresser d'abord aux raisons de l'abstention. Vous avez donc, Jean-Daniel Lévy, posé la question aujourd'hui à un échantillon d'électeurs. Et vous le voyez, les raisons de l'abstention, pour 34%, sont les suivantes. Les Français ne se sont pas déplacés parce qu'ils pensent que cela ne changera pas grand-chose à leur vie quotidienne pour 34%. C'est une manière d'exprimer leur mécontentement sur la manière dont vont les choses en France pour 27%. Et puis 25% d'entre eux considèrent que vous n'êtes pas à l'endroit où vous êtes inscrit sur la liste électorale. Petit problème de liste électorale. Je découvre le sondage en même temps que vous. Peut-être commençons par ce chiffre qui est important puisque c'est un record par rapport aux précédentes élections cantonales. Comment le sondeur que vous êtes explique les raisons de l'abstention? On peut déjà se rappeler que et les élections municipales de 2008 et les élections régionales de 2010 avaient été marquées par des taux d'abstention assez manifestes et qui étaient caractérisés en termes politiques de manière relativement différente de ce qu'on pouvait voir par le passé. C'est-à-dire que ce n'était pas tant que cela des catégories populaires qui s'étaient abstenues, c'était certes des catégories populaires, mais beaucoup plus que par le passé, des personnes qui étaient plutôt âgées, plutôt à droite sur l'échiquier politique et qui étaient également plutôt diplômées et qui avaient essayé de cette manière-là d'exprimer un message d'insatisfaction à l'égard du gouvernement. Et quand vous voyez les réponses de cette enquête, cela recoupe pour partie et des motivations qu'on avait vues en 2010 et des motivations d'abstention qu'on avait vues en 2008, à savoir une certaine forme d'expression d'insatisfaction à l'égard du pouvoir politique en place, non pas comme étant une expression d'un rejet de la politique en tant que telle, mais d'une critique à l'égard du gouvernement et du président de la République. Marianne Monchamp, pour vous aussi, vous répondez sur ce sondage, c'est une claque par rapport au gouvernement, c'est un mauvais sondage pour le gouvernement? Non, moi je m'intéresse profondément aux raisons pour lesquelles nos compatriotes peuvent, sur une élection intermédiaire et une élection locale, faire le choix de ne pas aller aux urnes. Et les raisons qui sont indiquées sont très importantes. Ce ne sont pas des élections à enjeu exécutif pour ce qui les concerne. Ça ne change pas leur vie quotidienne. Et je pense qu'ils ont beaucoup de choses à regarder aujourd'hui et à faire. Vous avez décidé de ne pas nationaliser ce scrutin. C'est une bonne chose. C'est même pas une décision. Je crois que c'est une réalité d'observation. Continuons sur le sondage. Peut-être on va essayer de détailler ce sondage. Les cantonales, un vote en fonction d'enjeux locaux ou nationaux. Allez-y, Jean-Daniel Lévy. Expliquez-nous. Voilà, on le voit de manière extrêmement claire quand on demande aux électeurs de trancher. Les choses sont jamais aussi claires que cela dans la représentation, mais quand on leur demande de choisir, est-ce qu'il s'agit d'enjeux locaux ou d'enjeux nationaux, pour les deux tiers, ils indiquent en fait qu'il s'agit exactement d'enjeux locaux. On voit bien qu'il y a une articulation entre les deux, c'est-à-dire une représentation sur la manière dont on vit son quotidien, le regard à l'égard de la capacité du conseiller général à pouvoir prendre en compte les préoccupations des Français sur leur territoire. Et quant aux motivations du vote, la question d'un éventuel vote sanction, soutien à l'égard de Nicolas Sarkozy et du gouvernement, insatisfaction à l'égard de Nicolas Sarkozy et du gouvernement, et d'autres raisons. Allez-y. Donc il y a donc deux parties de France. Une France abstentionniste qui a souhaité exprimer une certaine forme d'insatisfaction à l'égard du gouvernement, et on le voit à travers l'enquête, et également de la part de ceux qui se sont exprimés, la volonté d'exprimer un message plutôt en positif, sans se lier forcément, précisément autour du gouvernement. On remarque malgré tout que parmi les électeurs aujourd'hui de la majorité, c'est-à-dire des listes soit UMP, soit qui se revendiquent de la majorité nationale, un surplus de volonté d'expression du soutien à l'égard du président de la République, Nicolas Sarkozy. Bruno Leroux, c'est à
avant tout un vote à enjeux locaux pour les électeurs et en même temps, ils ne se sont pas déplacés en masse. Mais ce que dit Jean-Daniel Lévy est quand même très clair. Il y a, et on n'a pas fait campagne si l'on n'a pas rencontré ça sur le terrain, il y a une forme d'exaspération dans ces élections qui, si j'étais optimiste, je dirais, ils attendent l'élection présidentielle. Ils attendent l'élection législative parce qu'on rencontrait beaucoup de personnes autour de nous qui n'étaient pas, c'est vrai, sur les enjeux des cantonales, qui étaient sur la façon dont ils ressentent la politique du gouvernement, sur l'exaspération qu'ils ont du président de la République. Mais pour 54% des Français considèrent que ce n'est pas un vote pour sanctionner ou d'insatisfaction vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Sauf que dans le même temps, il y a les chiffres. Sauf que dans le même temps, il y a les chiffres, et vous disiez le contraire il y a quelques minutes, en commentant le taux d'abstention, qui est celui du premier tour des élections régionales dernières à peu près. Et donc, il y a une marque de continuité de ce côté-là. Et donc, moi, j'attends maintenant les résultats. Il semble que sur les premiers éléments que j'ai des cantons, il y ait quand même une forte poussée impressionnante et sur lequel qui irait dans le sens de cette exaspération du Front National. Il faudra bien en prendre la mesure et les conséquences. Et en même temps, je le crois, une poussée de la gauche. J'attends de voir ces éléments-là. Il conforterait l'analyse d'un scrutin qui vous permettrait de qui est une dépasser la sanction barre pour le des gouvernement. 60 départements. Je ne sais pas, vous savez, trop tôt pour le dire. Il y a un deuxième tour dimanche prochain. Jean-Marie Cavada, comment vous regardez ces résultats déjà concernant l'abstention? Moi, je trouve que, étant donné la situation de notre pays, qui par ailleurs vote depuis, ou se prépare à voter depuis une semaine, sous la pression incroyablement inattendue d'une catastrophe nucléaire japonaise, d'une part, dont on apprend que quelques, d'ailleurs, nuages finiront par survoler l'Europe et même la France mercredi. Et d'autre part, par l'affaire libyenne, qui est quand même assez impressionnante, on crée une sorte de climat un petit peu réducteur. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que ce pays ne va pas bien. C'est pas la peine de tourner autour du pot. Moi, je veux pas entendre « oui, mais vous êtes plus que nous, que moi ». Il faut parler franchement aux gens. Je crois que la poussée du Front National s'annonce, M. Lévy pourra sans doute le confirmer, importante. Et si les motifs de difficulté... Monsieur Cavada, je me permets de vous interrompre. Jean-François Copé prend la parole. On va l'écouter et vous revenez tout de suite après sur vos propos. Une pensée à l'endroit de l'ensemble de nos soldats qui sont engagés, vous le savez, en Libye, dans une opération importante, et à cette occasion aussi rendre hommage à l'action du président de la République, au courage et à la détermination dont il a fait preuve au nom de la France, avec à nos côtés nos amis britanniques et puis bien entendu l'ensemble de la communauté internationale. L'esprit de responsabilité prévaut. Et je le dis d'autant plus qu'il s'agit là aussi de servir nos valeurs et que je veux dire à cette occasion que le président de la République a donné l'illustration de la France que nous aimons, celle qui est aux avant-postes dans ces moments importants et essentiels. Concernant le premier tour des élections cantonales, je voudrais évidemment en premier lieu remercier les militants et nos candidats qui, les uns et les autres, ont fait tout au long de cette campagne jusqu'à ce premier tour un travail fantastique sur l'ensemble des départements français, leur dire ma reconnaissance. Je les ai accompagnés les uns et les autres avec toute l'équipe de l'UMP et leur dire que nous avons besoin de chacune et chacun d'entre vous pour les combats à venir d'ici le soir du second tour. Il y a un faible taux de participation et chacun, naturellement, d'entre nous le déplorons. C'est sans nul doute aussi lié au fait que c'était seulement la moitié des Français qui étaient conviés à ces élections. Et puis aussi, cela rappelle l'urgence de cette réforme territoriale qui nous permettra petit à petit de fusionner les départements et les régions pour une plus grande lisibilité. Je voudrais enfin appeler à une très forte mobilisation de nos électeurs dans la perspective du second tour de ces élections cantonales, à la fois pour faire basculer, là où c'est possible, plus de majorité de conseil général détenus aujourd'hui par la gauche, et puis aussi de maintenir nos majorités dans les départements qui sont aujourd'hui administrés par l'UMP, le Nouveau Centre et notre majorité. Ce qui signifie que partout où nos candidats peuvent le faire, je leur demande de se maintenir, même en troisième position pour l'emporter, car la très faible participation en ce premier tour montre que nous avons des réserves de voix extrêmement importantes. Dans les cantons où notre candidat ne pourrait se maintenir et où le deuxième tour opposerait la gauche
et l'extrême droite, les choses sont claires. D'abord, il n'y aura pas d'alliance avec l'extrême droite. C'est depuis toujours, vous le savez, notre ligne de conduite. Elle ne changera pas. Pas d'alliance avec le Front National parce que nous n'avons pas les mêmes valeurs que le Front National et que s'il est vrai que bon nombre de nos électeurs ont sans doute été amenés à voter pour le Front National, c'est sans doute pour exprimer aussi leur inquiétude, leurs interrogations par rapport à la succession des crises que nous traversons depuis 3 ans et demi, économiques, financières, sociales, géopolitiques. Mais c'est vrai que dans ce contexte, il ne faut pas non plus oublier que, en réalité, il n'y a aucun espoir dans le vote Front National. Et je veux, bien entendu, avec l'ensemble de mes amis de l'UMP, les en convaincre, car nous n'avons vraiment pas les mêmes positions que le Front National sur des sujets comme, par exemple, l'euro, mais aussi comme d'autres domaines que les domaines économiques, où nous voyons un Front National qui est dans l'incantation, qui fait beaucoup de déclamations, mais qui n'est jamais sur les propositions. Et donc, pour toutes ces raisons, si l'un de nos candidats venait à conclure une alliance avec le Front National, nous l'avons dit, nous serions amenés, et moi-même en tant que secrétaire général, à en tirer les conséquences. Mais je veux dire aussi qu'il n'y aura pas non plus de Front républicain. Parce que le Front républicain, ça n'est pas la réponse à apporter au Front National. Il nourrit d'abord un sentiment de connivence entre des adversaires politiques, et je suis obligé de dire, pour ceux qui en auraient des doutes, qu'il n'y a non plus rien de commun entre l'UMP et le Parti socialiste. Cela laisserait à penser, si nous étions dans un front républicain, que la droite et la gauche, c'est la même chose. Or non, la droite et la gauche, ça n'est pas la même chose, surtout quand la gauche pratique, comme elle le fait aujourd'hui, la caricature, l'injure, pour masquer son incapacité à faire des propositions pour les Français. J'ajoute d'ailleurs que la gauche, de son côté, n'a jamais hésité à préconiser des alliances avec l'extrême gauche, et chacun notera que nous, pour ce qui nous concerne, condamnons fermement les alliances avec l'extrême droite. Ce qui signifie que là où nos candidats ne seraient pas présents au second tour, eh bien nous laissons nos électeurs libres de leur choix, chacun comprenant bien sûr que nous ne voterons pas pour le Front National et que par ailleurs nous ne ferons pas et ne préconiserons pas de Front républicain. Enfin, dernier point, j'en appelle maintenant à la mobilisation générale de toutes celles et ceux qui partagent nos valeurs. Il reste une semaine de campagne et ce n'est pas mon genre de faire des commentaires hâtifs avant la fin d'un scrutin. Il faut donc se mobiliser au maximum, aller chercher partout les abstentionnistes, inviter nos candidats à redoubler d'efforts, car leur qualification au second tour est aussi une perspective formidable pour l'emporter dimanche prochain. Donc je le dis ici simplement, mobilisation générale pour que l'étendard de l'UMP soit porté haut et fort, avec fierté, au service de nos valeurs, au service du président de la République et au service de la France. Merci beaucoup. Vous venez d'entendre Jean-François Copé en direct de l'UMP qui vient de dire pas d'alliance évidemment avec le Front National et pas de Front républicain. Et cette déclaration de Jean-Marie Le Pen qui est arrivée il y a quelques instants, le FN sera au second tour et même en tête. Jean-Marie Cavada, que peut conclure une poussée énorme du Front National? Écoutez, je ne suis pas un analyste du Front National et c'est certainement un métier que je n'aimerais pas faire. Pour parler très clairement, que ce pays qui a peur, et notamment une grande partie des électeurs de droite, parce que c'est là que sont les réserves du Front National, beaucoup plus qu'à gauche, prouve l'état de la déliquescence civique dans laquelle nous sommes. Je dis très clairement qu'il naturellement, il ne peut pas y avoir d'alliance avec le Front National, le parti des questions sans réponse. Mais que deuxièmement, si la situation devenait très très grave, le centre, le nouveau centre, Hervé Morin, son président, qui d'ailleurs vient d'être réélu, ne s'opposerait pas, au contraire, à une alliance républicaine. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Donc vous êtes mal à l'aise avec la position de l'UMP aujourd'hui, pas de front républicain, en tant que porte-parole du nouveau centre? C'est pas nous, non, dans cette affaire. Moi, je pense qu'il y a un moment à partir duquel il faut s'allier contre le parti de la destruction civique. Pour être très clair, vous appelleriez à voter Parti socialiste? Dans un certain nombre de cas où il apparaîtrait en effet que le Front National pourrait être en tête et emporté, je pense qu'il faut choisir son camp. Bruno Leroux, vous entendez Jean-Marie Cavada? Oui, et je n'aime pas les circonvolutions de M. Copé. Pour vous, le renvoi dos à dos. Moi, je pense qu'il va nous falloir ouvrir les perspectives aux Français pour faire reculer de vraies perspectives, et c'est le débat dans lequel nous allons nous engager qui doit redonner de l'espoir. Mais je suis très clair,
partout le Front National sera au second tour, je donne moi un mot d'ordre qui est aucun canton au Front National. Et donc de voter, et à l'électorat de voter pour le candidat qui sera opposé au Front National, quel que soit ce candidat. Mais Martine Aubry n'a pas été très claire, elle non plus, sur le Front républicain en cas de duel UMP-FN. Vous avez entendu Martine Aubry ce soir? Pas encore. On attendra sa déclaration. Qu'est-ce qu'elle doit dire? Qu'est-ce qu'elle doit dire? Martine Aubry va être très claire ce soir, et je pense qu'elle dira de façon claire qu'il ne faut aucun canton pour le Front National. Donc il faudra peut-être appeler à voter UMP. Marianne Monchamp, elle a été difficile cette campagne pour l'UMP. On a vu les candidats dans les cantons gommer le logo et ne plus afficher les couleurs du parti majoritaire. Vous regrettez, vous, qu'il n'y ait pas de consigne de vote claire ce soir sur ces potentiels duels FN-PS? Déjà, vous savez, une élection intermédiaire, une élection locale dans un contexte aussi complexe, c'est une élection difficile et c'est une campagne difficile. La consigne de l'UMP est extrêmement claire et contrairement à ce que j'entends, y compris du Parti socialiste, il n'y a pas de circonlocution pour évoquer ce sujet. Pas d'alliance sous aucun prix avec le Front National. Il n'y a pas plus clair que cela, c'est une position qui est orthodoxe de celle de ma famille politique. En ne faisant pas barrage au Front National, dans un cas de figure, si vous me permettez, maintenant PSFN, est-ce que ça ne banalise pas le FN? C'est le sens de ma question. Regardons ce qu'est le Front républicain. Le Front républicain préconise un vote massif du PS et de la gauche extrême. Est-ce que l'on peut raisonnablement soutenir la montée de la gauche extrême? J'attends avec intérêt alors c'est vrai qu'ils ont très peu de candidats. Les extrémistes de gauche, mais j'attends tout de même avec intérêt la progression de leur score, car il faudra être capable de la commenter. J'observe par ailleurs que la gauche ayant déserté les questions sociales qui intéressent une grande partie de l'électorat, les classes moyennes, les ouvriers qui s'inquiètent de la désindustrialisation, elle a fait comme chaque fois dans toutes les élections où elle veut peser, où elle veut tirer son épingle du jeu, d'une certaine manière par son silence et par ces questions qu'elle a désertées, le jeu d'une droite extrême. Elle a beau jeu maintenant, cette gauche-là, ce PS-là, a beau jeu de nous donner des leçons d'orthodoxie pour le deuxième tour. Bruno Leroux ne peut pas vous répondre, il s'est absenté. Non, il est parti. Mais peut-être Jean-Marie Cavada peut peut-être je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Non, bien sûr. Mais quand vous entendez Marianne Monchamp, et notamment ce qu'on a entendu de Jean-François Copé, et que vous appelez à presque, on peut dire, à ce front républicain, qu'est-ce que vous pouvez dire à Marianne Monchamp de l'UMP? D'abord que chacun a ses angles de raisonnement comme il l'entend. Moi, ce que je vois, c'est la situation globale du pays. Et je pense que dès maintenant, il est tout à fait important, c'est moins les cantonales, qui n'est pas une réelle affaire. Les cantonales, il y aura peu de candidats du Front National. C'est plutôt le mouvement qui commence à s'engager qui, moi, me fait peur et me fait craindre, je dirais, une sorte de destruction civique de l'équilibre politique et civique de ce pays. Parce que quand on est responsable public, comme le sont, d'une certaine manière, ou devraient l'être, les responsables du Front National, eh bien, on ne peut pas d'abord insulter la présidence de la République tous les matins. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls dans ce pays. Il faut faire attention. On peut ne pas aimer le personnage, on peut ne pas aimer sa politique, et il y a bien des choses à dire par moment. En effet, je suis de ceux-là. Cependant, le président de la République, la présidence de la République, ça va servir plus longtemps que les personnages qui l'occupent, on ne peut pas casser ça. Et deuxièmement, je pense que c'est très grave dans un pays de soulever la cocotte minute, les espoirs, le bouillonnement par des questions auxquelles il n'y a pas le tiers d'un quart d'un élément de réponse. C'est le parti des questions négatives et ça, il ne faut pas s'engager là-dedans, c'est trop dangereux pour l'équilibre de notre pays. Alors, deux petites informations, deux réélections d'ores et déjà ce soir. Bernadette Chirac est réélue dans son canton de Corrèze et Éric Ciotti est réélu dans son canton des Alpes-Maritimes. Je me tourne vers le sondeur. On sent ce soir qu'il y a une poussée dans ces élections cantonales du Front National. Certaines estimations sur les chaînes concurrentes le placeraient en totalité au niveau national entre 15 et 17%. Vous êtes l'Institut Harris Interactive qui a montré cette poussée dans les sondages. Vous pensez qu'elle se traduit ce soir dans les urnes ? En tout cas, c'est ce qu'on voit, c'est les premiers éléments. Nous, lorsqu'on a interrogé un certain nombre d'enquêteurs, de Français aujourd'hui, et qui étaient appelés à voter, on voyait une forte poussée du Front National, et puis avec des motivations qui étaient des motivations extrêmement marquées, qui ressemblaient d'ailleurs en un certain nombre de points à ce qu'on peut voir au niveau national, et une dimension sociale et le sentiment d'une déstabilisation de cette partie d'électorat, et également une déstabilisation à caractère de sécurité, voire pour partie d'immigration. Et dans ce contexte-là, une certaine forme de maximisation du vote du Front National. Ce qui peut être intéressant,
ça va être deux choses. D'une part, de voir le nombre de candidats du Front National qui vont être qualifiés pour le second tour, et également les évolutions. On sait qu'habituellement, le Front National a tendance à un peu à baisser entre le premier et le second tour. Ça ne s'était pas réalisé au cours des dernières élections régionales. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir la manière dont vont se comporter ces électeurs, notamment dimanche prochain. Vous l'avez senti monter sur le terrain, cette poussée du FN, Marianne Honchant? Moi, j'ai senti de manière très claire, non pas la montée du FN au sens des chiffres que l'on peut évoquer, mais le fait que la gauche ayant déserté les questions sociales, l'électorat, une partie de l'électorat populaire s'est trouvé effectivement sans avoir le sentiment que le débat démocratique était possible. Des atermoiements en vue de l'élection présidentielle dont on ne sait toujours pas quel sera au bout du compte le candidat à gauche, des peurs qui ont été soigneusement soulignées par la candidate du Front National sans que jamais ces sujets ne soient traités dans le cadre d'un débat démocratique équilibré comme c'était le cas par le passé, tous les ingrédients bien connus, parce que nous avons déjà eu ce type de situation qui contribue effectivement à cette pente. Et effectivement, quand j'ai lu le sondage d'Harris Interactive, il est évident que je ne me suis pas que je n'ai pas trouvé étonnant ces résultats. Maintenant, je veux quand même signaler que dans cette élection locale, on voit beaucoup de sortants réélus. La prime aux sortants est extrêmement forte parce que ce sont des élections de la proximité. Regardons également le taux d'abstention, regardons les votes extrêmes à droite, mais aussi à gauche. Il faut quand même pondérer un petit peu nos réflexions. Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est une poussée fulgurante. Elle est nette, il faut l'observer. Sans doute dans certains départements est-elle une photo extrêmement contrastée de la situation. Allez, on rejoint tout de suite Fernand Tavares qui nous attend au ministère de l'Intérieur. Fernand, vous avez des informations supplémentaires à nous communiquer? Alors, je vais vous donner les indications, les parti par parti, parce qu'on a des nuances sur à peu près la moitié des bulletins dépouillés sur l'ensemble de la France. Le rapport de force est le suivant, uniquement donc sur la moitié des bulletins dépouillés. Le Parti socialiste obtient à l'heure actuelle 25%, l'UMP 15,89%, le Front National 14,28%, les divers droites 11,37%, les communistes 7,86%, les Verts 7,10% et les divers gauches 6,01%. Le Nouveau Centre n'obtient que 3,24%. Encore une fois, ce sont des tendances par rapport à la moitié des bulletins dépouillés sur l'ensemble des cantons dont on parle aujourd'hui. Autre tendance, merci Fernand, au ministère de l'Intérieur, celle de Ipsos. Le Parti socialiste serait aux alentours de 30%, l'UMP serait sous la barre des 20% et le Front National serait crédité entre 15 et 17%. On peut penser vraiment, Jean-Marie Cavada, qu'il y a là un échec de la part de l'UMP et une poussée flagrante du Front National. Alors, je crois d'abord qu'il faut voir quel est le pays dans lequel nous vivons. Deux crises, une financière, une économique, d'une violence à côté de laquelle 1929 n'était qu'une sorte de répétition générale. Au passage, je dis pour ceux qui louchent avec sympathie vers le Front National que si nous n'avions pas été dans l'Europe, on aurait vu les fils des épargnants retirer leur épargne des banques et les fils, les cohortes de gens cherchant un travail devant Pôle emploi. Et par conséquent, on voit bien que le pays est extrêmement, désorienté. Deuxièmement, il y a dans notre pays une culture de la peur. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à, faire peur aux électeurs en espérant ramasser la donne, ce qui est assez dangereux. Les gens qui se sont livrés à ça ont presque toujours fini par casser la République. Il faut faire très attention à ça. Par exemple, les agriculteurs qui louchent vers le Front National, je voudrais leur dire qu'il faut qu'ils réfléchissent à ce que deviendra leur sort si par malheur ce parti était au pouvoir, qui veut sortir de l'Europe. D'où vient l'argent d'agriculture? De l'Europe. Donc ça ne tient pas debout tout ça. Et puis une dernière chose, bien entendu le pouvoir a commis des erreurs. Bien entendu, la fonction présidentielle a changé. Bien entendu également, il y a eu, une sorte de découverte d'une génération nouvelle au gouvernement et au pouvoir à laquelle les électeurs plus traditionnels ne sont pas habitués. Mais bon, le monde change. On doit pouvoir faire la pédagogie des réformes nécessaires à ce pays sans encourir les risques que nous voyons actuellement. Merci Jean-Marie Cavada. Un résultat, François Sauvadet en Côte d'Or serait réélu. Voilà, vous nous l'annoncez, 55%. C'était plutôt tangent, il est réélu. Pour moi, il est au premier tour. Pour vous, il est élu? C'est ce qu'on nous informe à l'instant. On va prendre le meilleur. On va affiner ça un petit peu plus tard. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, au premier tour avec 65%, et nous avons quelques candidats qui sont en effet pour le Nouveau Centre, ça se passe plutôt bien. On rejoint tout de suite l'UMP où ça se passe beaucoup moins bien. Germain Andrieux,
Quelle est la réaction sur place au siège de l'UMP ? Oui, bonsoir. Eh bien, écoutez, comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas vraiment l'ambiance des grands soirs ce soir rue de la Boétie. C'est pourtant pour Jean-François Copé, eh bien, sa première soirée électorale à la tête de l'UMP. Il ne s'était fixé aucun objectif, mais autant vous dire, eh bien, que dans les couloirs, on espère surtout limiter la casse. Je vous rappelle que la majorité est à la tête de 42 conseils généraux et pourrait en perdre une dizaine. Alors se pose très vite la question de la stratégie pour le second tour. Vous avez entendu Jean-François Copé. La ligne qu'il a fixée reste inchangée. Il n'y aura ni front républicain ni alliance avec le Front National. Autrement dit, le principal objectif désormais pour la majorité, eh bien, c'est d'aller chercher son électorat, d'appeler à la mobilisation pour le second tour dimanche prochain. Germain Andrieux en duplex du siège de la Boétie, donc de l'UMP. Je me tourne vers Jean-Daniel Lévy. Est-ce que vous avez des informations sur qui s'est déplacé? Est-ce que c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, l'électorat stable de l'UMP, les personnes âgées? Est-ce qu'il reste des réserves de voix pour le parti majoritaire? Alors ce qu'on avait vu en 2008 et en 2010, c'est qu'il y avait eu au premier tour une expression d'une certaine forme d'insatisfaction. Et la critique implicite qui avait été faite de la part des abstentionnistes, c'est pas d'accusé de réception de la part du gouvernement à l'issue du premier tour. Ce qui va être intéressant, ça va être de voir la tonalité des discours de ce soir. On a entendu effectivement que Jean-François Copé a dit venez voter pour le deuxième tour et faisons en sorte que nous conservions les endroits dans lesquels nous sommes présents et éventuellement que nous puissions conquérir quelques départements. Ce qui va être intéressant, c'est de voir justement comment les électeurs comprennent ce type de message. Est-ce qu'ils comprennent cela comme étant le gouvernement, peut-être que François Villon va s'exprimer, le gouvernement, l'UMP ont compris le message que nous avons exprimé. Et dans ce contexte-là, dans le cadre du deuxième tour, nous sommes susceptibles d'aller voter, soit éventuellement la perception qu'au final, le message n'a pas été entendu, ce qui n'entraînerait pas par la suite une modification du comportement abstentionniste. Et il n'y a pas forcément d'enjeu qui est d'enjeu uniquement local. Là, pour le coup, ça va être une dimension nationale qui peut jouer. Pourquoi? Parce que lorsque vous interrogez les électeurs et lorsque vous leur demandez votre département dirigé par la droite ou dirigé par la gauche, cela change-t-il fondamentalement les choses? La réponse est non. Il est bientôt 20h30, on peut faire déjà un petit bilan. On va regarder sur ce tableau le récapitulatif des résultats que nous allons voir bien évidemment tout de suite. Le Parti socialiste serait crédité de près de 25% des voix. L'UMP, et c'est une surprise, serait aux environs de 16%. Et le Front National poursuit sa remontée avec plus de 14% des voix. Un élément de précision, Jean-Daniel Lévy. Un point à dire quand même d'important concernant l'UMP, c'est que de nombreux candidats sont présentés sans l'étiquette UMP. Hein. Quand vous regardez dans l'offre électorale, un certain nombre se sont revendiqués de la majorité ou du nouveau centre, ou se sont positionnés en divers droite, et on a vu que le score de mémoire était supérieur à 11% pour l'ensemble des divers droits. Donc donc le score de 16% de l'UMP n'est pas représentatif aujourd'hui du score de la droite. Il y a un bal masqué là. Marianne Monchamp, comment vous allez les chercher au second tour, ces électeurs de l'UMP? Ça va être compliqué, non? Je crois que déjà, il faut absolument lutter contre une abstention aussi importante, qui, comme le disait tout à l'heure le sondage que Jean-Daniel Lévy commentait, traduit une forme du mécontentement. Et donc appeler effectivement, en prenant en compte la réalité des questions que pose cette abstention, et en particulier sur la question sociale. Je rappelle que le département, c'est quand même si les Français connaissent mal les compétences du département, mais l'échelon de la proximité, c'est auprès du département qu'on va chercher son allocation adulte handicapé, son RSA, son minimum social, bref, des solutions qui sont quand même de la vie de tous les jours. Je pense que repartir sur ce terrain social, apporter des réponses à nos compatriotes, à la lumière effectivement de ce qui se dessine ici, qui n'est pas tout à fait la traduction effectivement de la réserve des voix de droite hors FN. En effet, on a la possibilité, je pense, et j'en suis absolument convaincue, de faire qu'un sursaut se produise au deuxième tour. Mais effectivement, les chiffres sont là, ils ne sont pas simples, ils traduisent, je crois, ce besoin de réponse extrêmement précise dans la quotidienneté de leur vie à nos compatriotes. Et comme toujours en politique, ce sont des éléments extrêmement importants qui peuvent générer des sursauts. Un nouveau résultat qui vient d'arriver. Jean-Michel Baillet, sénateur, président du PRG, est réélu à Agen. Voilà, toute la soirée, on essaiera de vous donner le plus de résultats possible. Jean-Marie Cavada, j'aimerais avoir votre sentiment encore à nouveau sur ce qu'on peut imaginer être une
poussée du Front National ce soir. Est-ce que vous pensez que le climat de ces dernières semaines, certaines déclarations, je pense à celle de Claude Guéant ou autres débats sur la laïcité, a pu jouer son rôle? Bon, écoutez, je vais d'abord vous dire une chose. Elle concerne les électeurs. Il y a à peine 20 ans, 150 millions de nos concitoyens voisins de l'Europe ne pouvaient pas voter librement. Ne négligez pas, s'il vous plaît, la fonction que vous avez entre les mains. Votez pour qui vous voulez, mais ne laissez pas passer ça, parce que ce que vous ne ferez pas, là où vous n'irez pas voter, eh ben, ça veut dire que vous confierez le pouvoir à des gens qui se sentiront autorisés à être, je dirais, tout-puissants. Et ça, c'est toujours dangereux. La deuxième chose, c'est que les déclarations, il y en a trop et des actions pas assez. Je suis quand même frappé que le monde politique, très souvent, parle de choses qu'il n'a pas le temps de connaître, ni la spécialité de compétences. Par conséquent, vite, clair, quelques actions. Il y a un débat qu'il va falloir ouvrir dans ce pays, et surtout au niveau européen, c'est l'immigration. Eh bien, ça fait des années que je lutte pour que ce débat soit communautaire au niveau de Bruxelles. Tous les gouvernements, français y compris, refusent.